Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les matins du Sénat. La commission d'enquête sénatoriale sur l'incendie de Lubrizol poursuit son travail. Après avoir auditionné le PDG de l'entreprise et effectué un déplacement à Rouen la semaine dernière, mardi, c'est Arnaud Brenotto, maître de conférence en géographie politique à l'université de Rouen, qui était auditionné par les sénateurs. Il a notamment souligné les problèmes de communication des services de l'État après l'incendie. La commission d'enquête a également entendu Yves Blin. Il est président de l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeur. Il a notamment évoqué la mise en œuvre de la loi de 2003 votée suite à l'accident d'AZF. Je vous laisse écouter ces auditions. J'ai commencé à analyser la communication officielle des services de l'État en charge du dossier de l'incendie de l'usine Lubrizol, car j'avais l'intuition assez rapidement que la transparence de l'information donnée au public depuis le jeudi 26 septembre promise par le Premier ministre n'était pas totale mais plutôt partielle, et que cette insuffisance s'accompagnait à la fois d'une sous-évaluation de l'impact géographique de l'incendie, ce qui a justifié mon intervention auprès d'un certain nombre de médias, et d'une imprécision sur les mesures de précaution. Alors, pour illustrer ces trois aspects, je vous propose d'évoquer 4 points, en commençant par l'information lors de la crise elle-même, le jour du 26 septembre. Je ne reviens pas sur les conditions d'information, d'alerte des populations. Ça a été largement débattu. Tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que là, il y a des points d'amélioration évidents. Je voudrais revenir sur les mesures de précaution qui ont été communiquées au public. Alors, il y a eu un confinement, il y a eu, sur un rayon de 500 mètres, le blocage des accès routiers, la fermeture des établissements scolaires sur une douzaine de communes, et puis un certain nombre de consignes qui ont été adressées au public via différents canaux, notamment les médias, dans lesquels on dit, je cite, « Il est conseillé d'éviter dans l'agglomération de Rouen les déplacements non indispensables. » Rien n'est dit alors sur ce que sont des déplacements non indispensables pour le public, ou l'inverse. Se rendre sur son lieu de travail, se rendre à un rendez-vous médical, à un stage de formation, relève-t-il ou non d'un déplacement non indispensable? Par ailleurs, je cite à nouveau un autre extrait. « Il est conseillé de ne pas s'exposer inutilement aux fumées et de rester à l'intérieur autant que possible. » Quelle différence y a-t-il pour le public entre rester à l'intérieur, se mettre à l'abri ou se confiner? Il y a là, évidemment, des expressions qui sont normalisées, mais qui ne sont pas forcément transparentes pour le public. Et je vous ai mis ici un extrait d'un document qui a été mis en ligne sur le site de la préfecture, qui lui-même, vous le voyez, entretient la confusion, puisqu'on nous décrit la mise à l'abri comme étant du confinement. Alors que, donc, évidemment, il s'agit de deux procédures distinctes. On peut noter ensuite une imprécision sur l'étendue concernée. L'agglomération rouennaise est une caractérisation vague. Cela concerne-t-il la commune? Cela concerne-t-il la rive gauche, Elbeuf, les communes au nord, Barentin, Clair? Ou est-ce que quand on est un peu plus loin à Forges-les-Eaux, quand on est par exemple à Saint-Saëns, est-ce qu'on doit se considérer hors de la zone concernée par le danger? La carte du périmètre des 12 communes arrêtée par la préfecture dès le jeudi 26 au matin indique que le périmètre du PPI que vous voyez ici en rose se révèle très rapidement trop restreint au regard de l'étendue du nuage, ce qui oblige les services de l'État à élargir la zone à protéger. Et l'orientation sud-ouest-nord-est des communes qui sont concernées par l'arrêté indique que le sens du vent est alors bien identifié. Dans cette situation, les critères qui ont présidé à la définition de ce périmètre me semblent à la fois obscurs et critiquables. Il était en effet prévisible que le nuage allait se répandre au-delà des 12 communes définies, comme l'a montré par ailleurs l'arrêté du 28 septembre sur le gel des exploitations agricoles.
En conséquence, on pouvait aisément anticiper que la pluie attendue en milieu de matinée allait coucher les substances véhiculées par le nuage sur l'ensemble de la zone couverte par le panache et non sur les seules 12 communes de l'arrêté. Or, en dehors de ce périmètre, aucune mesure de précaution n'a été émise. Dans donc, environ une centaine de communes, rien que sur le périmètre de la Seine-Maritime, les personnes pratiquant des activités à l'extérieur, jardinage, sport, chantier, cours de récréation, ont pu continuer à les mener sans aucune mise en garde. L'imprécision sur les mesures de précaution à suivre a abouti à des réactions extrêmement hétérogènes de la part des personnes comme de la part des établissements ou des entreprises. Un deuxième point que je voulais également évoquer concerne la confusion sur les polluants et l'imprécision à propos des moyens de s'en protéger. Au cours des premiers jours, les discours des services de l'État sur la pollution se sont concentrés sur les suies déposées par la pluie sous le passage du nuage. À plusieurs reprises, les services de l'État ont insisté sur le caractère visible de la pollution. En focalisant l'attention sur les pollutions visibles, les services de l'État n'ont pas incité le public à prendre conscience d'un risque spécifique lié à la présence éventuelle d'éléments toxiques non visibles, HAP, dioxines ou métaux lourds. Les services de l'État n'ont pas non plus mis en garde le public sur le fait que les éventuelles particules fines qui pourraient s'être déposées dans l'environnement, notamment là où aucun nettoyage n'a été préconisé, c'est-à-dire sur les toitures, sur les chaussées, sur la végétation, étaient susceptibles d'être remobilisées par le vent dans les premiers jours, d'être éventuellement inhalées si elles étaient en suspension, ou éventuellement de se redéposer là où des nettoyages préalables avaient été effectués. Les services de l'État n'ont pas non plus précisé la quantité d'eau de ruissellement et le temps nécessaire, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, pour nettoyer naturellement les surfaces polluées et pour que les polluants s'infiltrent dans les sols. Le mercredi 2 octobre, Raymond Coin, directeur de l'INERIS, annonce finalement qu'il est probable que l'incendie ait conduit à l'émission de dioxine, avant d'expliquer que la contamination aux dioxines a deux sources. Il peut s'agir soit d'alimentation, soit, notamment pour de jeunes enfants, là je le cite, ce qu'on appelle du main-bouche, donc porter à la bouche des éléments contaminés aux dioxines. De ces deux constats, la possibilité de présence de dioxines et le risque accru pour les enfants, les responsables de l'ARS comme du rectorat ne tirent aucune conclusion. De façon générale, on insiste sur la teneur faible des premiers résultats. En parallèle, des consignes de précaution sont formulées. Les services de l'État ont insisté auprès des collectivités comme des particuliers sur la nécessité de nettoyer les suies, selon un protocole fourni par l'ARS le vendredi 27 septembre au matin, d'après ce que le site de la préfecture indique encore aujourd'hui. Dans la soirée du 26, on apprend que seuls les établissements scolaires des 12 communes du périmètre initial seront fermés le 27 et nettoyés des suies. Or, le périmètre des communes où les écoles devaient être potentiellement nettoyées des suies était d'évidence bien plus large. Pour les autres communes, le préfet annonce que les mesures à prendre sont laissées à l'appréciation des maires. Aucune précaution n'était mise par ailleurs concernant les particules fines. Les services de l'État laissent entendre que le nettoyage des suies serait une action suffisante pour dépolluer l'environnement. Ils disent à plusieurs reprises qu'une fois les suies nettoyées, l'usage normal des espaces publics et privés, trottoirs, aires de jeu, espaces verts, jardins, équipements sportifs, peut reprendre. Et ceci alors que l'on ignore la présence éventuelle de composés organiques volatiles, de métaux lourds ou de dioxines. Aucune mesure de précaution particulière n'est préconisée dans les premiers jours à l'adresse des personnes travaillant en plein air, jardiniers, travailleurs du BTP, couvreurs. Rien n'est dit non plus concernant la pratique des activités extérieures, notamment pour les enfants, malgré le risque souligné par le directeur de l'INERIS. Les mesures de précaution à prendre sont laissées à la libre appréciation de chacun. Le ton rassurant qui accompagne la publication des résultats d'analyse et le caractère vague des mesures de précaution tranchent non seulement avec l'inquiétude d'une partie importante de la population, mais aussi avec l'avis d'un certain nombre d'experts qui, par exemple, ont pointé éventuellement l'opportunité de retirer ses chaussures quand on passe de l'extérieur à l'intérieur, de se laver les mains de façon préventive, de ne pas, pour les enfants par exemple, fréquenter les espaces enherbés pendant plusieurs semaines, ou éventuellement pour les amateurs de champignons, de renoncer à la cueillette dans la partie couverte par le panache pendant plusieurs mois. On a un certain nombre de témoignages comme ça. Il y a une enquête que l'Union régionale des médecins libéraux a menée auprès de 81 médecins qui
qui révèle que 67 d'entre eux considèrent que les informations transmises au public ainsi qu'aux praticiens étaient insuffisantes. Troisième point, je vais passer plus rapidement si vous voulez bien sur les deux derniers points. Une sous-évaluation des zones touchées par les risques liés à l'amiante. On apprend par les médias que la toiture du bâtiment A5 qui a brûlé le 26 septembre sur le site de l'usine Lubrizol était en amiante. Pendant plusieurs jours, les services de l'État ont postulé que les débris avaient brûlé sur place ou étaient restés sur le site de l'incendie lui-même, sans considérer l'hypothèse d'une dispersion beaucoup plus large. Pendant plusieurs jours, donc, les tests sur les fibres d'amiante présentes dans l'air ont été faits dans un rayon de 300 mètres puis 800 mètres, alors que dans tout le nord de l'agglomération, sur ce qu'on appelle les plateaux nord, des gens retrouvaient des fragments de fibrociment et diffusaient les informations, les photographies sur les réseaux sociaux, éventuellement transmettaient l'information aux médias. Il a fallu attendre le vendredi 4 octobre pour que les services de l'État reconnaissent que les communes potentiellement touchées par des rejets d'amiante étaient en fait au nombre de 9 et étaient réparties donc sur un rayon sur un quart nord-est, dans un rayon de 7 à 8 km autour de l'usine. Dernier point, la nature et l'identité des entreprises impliquées dans l'incendie. Puisque, vous le savez, deux entreprises ont été concernées. Lubrizol, ici, dont les deux bâtiments A4 et A5 ont brûlé. Ce bâtiment-ci de l'entreprise Normandie Logistique et partiellement ces deux bâtiments-ci. Pendant plusieurs jours, l'implication de l'entreprise Normandie Logistique n'a pas du tout été évoquée. L'information est donnée par le directeur de l'entreprise Lubrizol dans une interview donnée à Paris Normandie le lundi 30 septembre au matin. Et puis, lors du conseil métropolitain du lundi soir, le directeur de l'Adréal, Patrick Berg, en parle de façon incidente à plusieurs reprises, mais sans spécifiquement mentionner le fait que deux entreprises étaient concernées. Pendant plusieurs jours, les médias ont eu le plus grand mal à identifier l'implication de cette deuxième entreprise. Ici, j'ai mesuré la fréquence du nombre d'articles qui mentionnent spécifiquement Normandie Logistique. On voit que l'information est prise est mesurée, est prise en considération par les médias à partir seulement du 4 et du 5 octobre, c'est-à-dire une semaine après l'incendie. Ici, vous avez le premier article qui titre sur Normandie Logistique, publié le 4 octobre dans Normandie Actu. Alors, sans revenir sur le feuilleton de la nature et de la quantité des substances qui ont brûlé, il faut attendre le 14 octobre pour savoir que finalement, sur les 9500 tonnes qui ont brûlé, 4200 l'ont été sur le site de Normandie Logistique, c'est-à-dire 44% de l'ensemble des substances brûlées. L'occultation puis l'évocation confuse de l'implication de cette entreprise pendant plusieurs jours a pu laisser croire que l'identification des responsables des faits pourrait être relativement simple, alors que l'évaluation et la répartition des responsabilités vont vraisemblablement être beaucoup plus compliquées. Sans compter que dans un contexte d'inquiétude forte, d'angoisse, ce retard dans l'information a pu renforcer une certaine suspicion de la part du public. En conclusion générale, je voudrais souligner le fait que la transparence ne s'improvise pas, qu'elle exige la reconnaissance qu'une situation d'accident, par exemple, est susceptible de générer des incertitudes, qu'il faut communiquer au public. Et que ces incertitudes méritent d'être assorties de mesures de précaution claires, pédagogiques et adaptées à l'étendue du danger potentiel et éventuellement de ce qu'on ignore, le temps de recouper les informations. Je vous remercie pour votre attention. Et moi, pour votre présentation, Madame Bonfanti-Dossat, puis Madame Bonnefoy, nos deux rapporteurs. D'ailleurs, oui. à Madame oui. Bonfanti-Dossat, ce serait bien de mettre un E après le R de rapporteur, comme pour Madame Bonnefoy. Oui, c'est pas grave, on n'a pas vu. Alors, écoutez, d'après tout ce que vous dites, moi je vous remercie pour cette présentation qui nous amène effectivement des tas de questions. Moi, je voudrais savoir comment vous analysez, si on peut considérer, les manques de communication de la préfecture.
Parce que le préfet de Seine-Maritime a employé des éléments de langage récurrents dans son discours. Toutes les conférences de presse, il employait souvent les mots situation dominée, toxicité variable, inflammabilité nulle. On a vu qu'il y avait un message qui était rassurant, un message de préfet qui essayait de rassurer sa population. Mais est-ce que le message qu'il a passé, est-ce qu'on ne peut pas dire que quelque part c'est de la langue de bois, et cette langue de bois qu'il manie d'ailleurs avec excellence, elle n'est jamais très pédagogique et très rassurante pour le grand public. Donc vous venez de nous dire que vous avez bien ressenti qu'au niveau des services de la préfecture, il n'y avait peut-être pas ce côté rassurant que vous espériez. Pardon, excusez-moi. Oui. En analyse de discours, on n'utilise pas l'expression langue de bois. Néanmoins, j'entends bien ce que vous dites. Je pense qu'il y a eu l'utilisation d'un certain nombre de formes discursives. Il y a ce que vous évoquez, il y a les doubles négations qui sont quand même toujours susceptible de rendre les messages qu'on envoie confus pour le public, ne pas accomplir de déplacements non indispensables, plutôt que de dire rester... voilà. Voilà. Et le fait d'évoquer, par exemple, l'absence de toxicité aiguë, sans dire toutes les formes de toxicité intermédiaires entre l'absence totale de danger et la toxicité aiguë, ça relève aussi de l'euphémisation, de la litote, très régulièrement, qui sont utilisées et qui témoignent, me semble-t-il, d'une volonté de rassurer le public à bon compte, c'est-à-dire sans forcément admettre tout ce qu'on ignore. À ce moment-là, et donc refus d'admettre les incertitudes qu'on peut avoir, une volonté aussi peut-être de minimiser l'ampleur de l'événement, de façon à ce que on donne aussi le sentiment que la situation est maîtrisée. Alors derrière ça, il y a peut-être des facteurs structurels plus fondamentaux qui justifient que cette communication a été compliquée, notamment parce que d'une part, les services de l'État n'ont pas l'habitude d'être au contact du grand public ou des médias en situation de crise, beaucoup moins en tout cas que les élus locaux. Il y a un autre facteur qui tient au fait que le public, depuis les lois de décentralisation, a été habitué à avoir des justifications, des explications de la part de responsables politiques qui sont en fait des élus locaux et qui, eux, ont cette aptitude à expliquer, à parler avec différents types de publics, ce qui n'est pas le cas d'un préfet ou d'un responsable de DREAL ou d'administration déconcentrée de l'État. Du moins pas dans ces circonstances-là. Il y a peut-être aussi le fait, et ça c'est toute une série d'hypothèses que moi pour l'instant je ne peux pas attester puisque je n'ai pas les moyens de le vérifier scientifiquement. Il y a peut-être aussi le fait que le déroulé même de l'événement fait que la perception dans la matinée puis dans les heures qui ont suivi de ce qui se passait n'était pas forcément la même pour le préfet, pour le colonel Lagal et pour la population. Parce que dans ces premières heures, on comprend bien que pour eux, l'enjeu, c'est d'éviter le suraccident, c'est de sortir les fûts de pentaphosphore, donc d'éviter les fuites de fûts qui peuvent générer l'hydrogène sulfuré. Enfin, bref, tout ce qui aurait fait une catastrophe absolument dramatique, comme l'a dit le colonel Lagal. Et ça, évidemment, le public le découvre de façon décalée et s'inquiète. Donc, je pense qu'il y a aussi des différences de perception de la part des différents acteurs qui accroît l'incompréhension et potentiellement l'incommunicabilité. Madame Bonnefoy. Oui, merci. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a eu de la communication, il y en a même eu beaucoup, peut-être trop d'ailleurs. En tout cas, une communication qui n'a pas rassuré les gens. Et donc, communiquer pour communiquer pose probablement question, l'intérêt étant avant tout de rassurer, de donner la bonne information. Et
c'est lié aussi, je crois, au nombre de personnes qui sont intervenues. Peut-être serait-il mieux, dans une problématique comme celle-là, d'envisager moins de prise de parole et une prise de parole plus efficace, plus argumentée, par une personne au lieu de plusieurs personnes. Je pensais également à la communication du gouvernement, puisque plusieurs ministres sont venus, et donc qui ont parfois dit des choses qui se sont contredites, etc. Enfin, tout ça a participé, de mon point de vue, et je voudrais votre ressentiment là-dessus, à quelque chose de confus qui, au bout du compte, n'a pas rassuré les personnes. Ça, c'est ma première réflexion. Deuxième réflexion, quand même, sur des sites aussi dangereux que ces sites-là industriels, j'imagine, et moi, citoyens, citoyennes, qu'en amont, les risques industriels étaient appréhendés. Jusqu'à la communication, bien évidemment, lorsque l'aléa, le risque est avéré, lorsqu'on est devant l'aléa. Et je me rends compte que, même s'il y a bien évidemment un plan de prévention des risques industriels, enfin il y a un certain nombre de procédures, me rends compte que quand le problème arrive, a priori, si on regarde un peu avec le recul, même s'il y a eu bien évidemment la gestion de la situation, elle peut s'améliorer, c'est ce que je veux dire, ou largement s'améliorer. Donc là aussi, je voudrais votre réflexion là-dessus. Quelles propositions peut-on faire pour améliorer cette situation dans le cadre d'une prévention et d'une culture du risque industriel que, je pense, de mon point de vue, nous avons peu ou mal ou pas. Alors, sur la première question, moi je ne sais pas si le public attend en priorité d'être rassuré. Je pense qu'il attend d'être informé, y compris sur ce qui n'est potentiellement pas rassurant, y compris sur ce qui est inconnu à un moment donné. Et ça suppose une préparation en amont, ça suppose l'intervention de professionnels qui sont spécialisés dans la communication de crise, notamment pour éviter tous les dérapages que vous avez évoqués. Le fait que plusieurs intervenants aient été présents aux côtés du préfet pour apporter des éléments d'explication. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu le même effet d'interférence que le discours des ministres a pu produire, puisque chacun intervenait sur son domaine de compétences. L'ARS pour la santé, le SDIS pour la gestion de l'incendie, l'ADREAL pour l'information sur les sites classés et les substances. Ceci dit, j'ai le sentiment que les informations ont pu éventuellement être interprétées différemment selon les services. Parce que, par exemple, sur l'étendue des périmètres des 12 communes, manifestement, c'est les services du SDIS qui l'ont identifié, moyennant un survol du panache, de la partie noire du panache de fumée. Et c'est ça qui a servi à définir le périmètre, alors qu'évidemment, les enjeux en termes de santé, les enjeux en termes de précaution auprès des populations allaient largement au-delà. Et je pense que ce qui a été utilisé comme information par le SDIS, transmis comme tel à d'autres services, a pu donner lieu à des prises de décision peut-être insuffisantes en termes de précaution. Ensuite, concernant votre deuxième question sur la prévention du risque et notamment la prévention auprès des populations, ce que cet accident révèle, c'est l'insuffisance forte des moyens mis en œuvre jusqu'alors. Ça tient au fait que des accidents technologiques sont beaucoup plus rares que des catastrophes environnementales du type inondation ou incendie. Et donc, les processus d'apprentissage sont beaucoup plus longs, d'autant plus que les événements comme celui-là sont
par leur caractère exceptionnel, d'autant plus rare. On pense évidemment tout de suite à AZF, à Faisan, etc. Mais on remonte tout de suite dans une histoire qui va être pluridécennale. On s'aperçoit que, par exemple, le périmètre du PPI de Rouen est totalement insuffisant pour faire face à un nuage toxique. Peut-être pas pour une explosion, mais en tout cas là pour un nuage toxique. Et heureusement finalement que les services de l'État ont réagi très rapidement pour sortir de ce périmètre et définir des mesures de précaution au-delà, même si c'était peut-être insuffisant en termes de superficie. Il y a la question de la préparation des populations en amont, par la maîtrise du vocabulaire, par la pratique d'exercices de confinement. La plupart des ménages, la plupart des établissements publics ne sont pas équipés en mallettes de confinement, parce qu'elles sont en dehors du PPI ou en dehors des zones qui le prévoient. Et là-dessus, il y a véritablement un problème. Malgré tout, on peut signaler que l'événement s'est déroulé dans des circonstances qui ont permis de diminuer l'impact de l'incendie, puisque c'était la nuit. Que se serait-il passé si on était aux heures de pointe, si c'était dans la journée, si ça avait eu lieu pendant une grande fête locale comme l'Armada? Que se serait-il passé si on avait eu une situation anticyclonique, comme ça arrive quand même quelquefois à Rouen, en termes de concentration des polluants? Donc on a, je pense, à apprendre, on a des enseignements à tirer, y compris éventuellement en faisant des simulations, en faisant des entraînements. Alors simulation, ça peut être de la modélisation qui se serait passée par exemple pour le nuage s'il y avait eu un anticyclone, des simulations. J'ai un collègue qui a fait justement une enquête à Rouen l'année dernière sur la façon dont la population est susceptible d'interpréter une sirène d'alarme. Eh bien, je peux vous dire que, alors les résultats ne sont pas encore publiés, mais les résultats sont tout à fait édifiant. La population n'est pas suffisamment préparée. Sans compter que dans une agglomération comme Rouen, vous avez 8% des personnes présentes qui ne sont pas des résidents, ni permanents, ni des nafteurs. Des gens qui sont là pour en déplacement occasionnel. Donc, pas de culture de prévention du risque, pas à la hauteur des enjeux. Pas à la hauteur des enjeux. Merci. Une dernière question avant de passer la parole aux collègues de Mme Bonfanti. Il semblerait que lors de l'enquête du plan de prévention des risques en 2014, qui se situe après l'accident de 2013, il semblerait que l'avis de l'autorité environnementale n'ait pas été sollicité et que par conséquent cet avis, de facto, n'était pas dans le cahier des charges pour l'enquête publique. Que pensez-vous de cela ? Informé de cette situation. Ok. Merci. Alors j'ai à ce stade 5 demandes de parole. Madame Brulin, Monsieur Bignon, Monsieur Tissot, Madame Gruny, Monsieur Martin. Je propose donc de donner la parole tout de suite à Madame Brulin. On va prendre les 5 questions, si vous êtes d'accord, mes chers collègues. Merci. J'ai été un petit peu étonnée. Vous avez en partie répondu, mais je voudrais creuser cette affaire-là. Vous avez beaucoup évoqué la communication des services de l'État et peu celle des ministres. Et ça m'amène à une autre question, parce que je pense que tout le monde partage l'analyse que vous avez développée sur le fait qu'il y a eu des problèmes, pour le moins, de communication. Mais vous avez dit, les ministres, ils sont chacun dans leur domaine. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, un problème qui tient à ça? C'est que chacun a un peu communiqué à l'aune de son domaine, alors que la gestion de crise, il me semble que c'est aussi de mettre tout ça en commun. Sur les défauts de communication pure, si on peut dire, est-ce que dans vos recherches, vous arrivez à identifier si ça tient à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une volonté de rassurer plutôt que d'informer? Est-ce que ça tient au fait qu'il y a, je dirais, un jargon, enfin des expressions un peu consacrées? Par exemple, toxicité aiguë, moi, il me semble avoir compris que c'était, je ne sais pas si le terme est exact, mais l'expression consacrée qui veut dire si on va sur le site et qu'on meurt immédiatement, c'est qu'il y a une toxicité aiguë, ce qui était le cas. Mais pour le commun des mortels, dont je suis aussi, on n'a pas cette compétence en matière de vocabulaire technique, scientifique, etc., pour effectivement faire la part des choses et comprendre.
Et enfin, est-ce que dans vos recherches et celles que vous avez évoquées de vos confrères, vous parvenez à cerner s'il y a des différences en termes de niveau de culture de risque selon des territoires différents? Merci. Avant de passer la parole à Monsieur Bignon, je veux juste préciser en complément, ma chère collègue, que vous dites les ministres auraient dit chacun son domaine. Je précise quand même que sur les 5 ministres, il y a le Premier ministre, dont je pense qu'il est à une vision à 360 degrés. Monsieur Bignon. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, j'ai une voix qui est voilée. Je suis frappé. Merci de votre exposé très intéressant, Monsieur Brento, très complet. On aimerait vous entendre presque plus longtemps, tellement c'est intéressant. Je trouve que une constatation, c'est l'immaturité fantastique en 2020, 2019, de l'organisation de l'alerte et de la prise en compte. On a l'impression qu'on n'a jamais eu de pépin, on a l'impression qu'on parle à des nains, on a l'impression qu'il y a que les territoires s'arrêtent à des frontières invraisemblables qui n'ont rien à voir ni avec la réalité ni avec la nature. Et moi, je suis absolument stupéfait. Pour que vous mesuriez mon indice de stupéfaction, je suis limitrophe. J'habite dans la Somme, dans la vallée de la Brelle. Et la vallée de la Brelle, c'est la frontière entre la Somme et la Seine-Maritime. Et donc, on a un syndrome fantastique de l'usine nucléaire, de la centrale nucléaire qui s'est arrêtée, dont le nuage s'est arrêté au-dessus du Rhin. Là, de l'autre côté de la Somme, on a commencé à se préoccuper de la question très longtemps après. On a l'impression, en plus, que le nuage s'est éparpillé de telle façon qu'il tombait sur une commune, il ne tombait pas sur la voisine. Il y avait 3 communes en cercle qui étaient concernées, mais celles de l'intérieur du cercle ne voyaient rien. Enfin, c'est totalement surréaliste quand on regarde la question. Et les 2 questions que je voudrais vous poser, pourquoi le périmètre, est-ce que vous avez eu une information là-dessus? Pourquoi le périmètre s'est arrêté à quelques communes? Pourquoi n'a-t-on pas pris le panache du vent? Le vent, c'est quand même pas un indice compliqué à mesurer. On sait qu'il suffit de prendre une feuille de papier et de regarder dans quel sens elle tourne. Le phénomène nord-est, sud-ouest-nord-est est très très connu chez nous parce que ce sont les vents dominants. Et que moi, sur mon jardin, le nuage est passé, clairement. J'habite dans un petit pays de la frontière, à proximité de la frontière. Quand j'en ai parlé à ma préfète, elle me dit « Mais non, vous exagérez, c'est pas du tout le sujet. S'il n'y avait pas d'indice de suie, on n'a pas signalé d'indice de suie. Enfin, on ne pouvait avoir des informations que si les gens les apportaient. Il n'y a eu aucune démarche étatique pour aller mesurer sur le terrain les indices existants d'une trace. Et c'est pas la petite vieille qui habite dans son petit jardin d'aller regarder dans son champ de salade s'il y a des indices de suie sur ses feuilles. Bon, on est dans cette immaturité. Ce qui m'inquiète, vous qui êtes passionné par ces questions-là et qui les étudiez professionnellement, et j'ai fini, je suis sous le vent de Panly et de Paluel. Et ça m'a fait frémir de penser que là, on est dans un drame. Il n'y a pas eu de mort pour l'instant, il y aura des conséquences, mais probablement pas dramatiques sur le plan de la santé publique. En tout cas, je le souhaite fortement. Mais imaginons qu'on ait un pépin atomique à Paluel ou à Panly, tout le nord-ouest tout le nord-est du pays va le prendre dans la figure, évidemment. Or, quand on regarde ces questions-là, le nuage de Paluel ou de Panly s'arrête à la Brelle. Au-delà, on ne nous en parle même pas. Donc, est-ce que, par exemple, vous avez connaissance que le préfet de Normandie a pris la tâche du préfet des Hauts-de-France pour lui dire « vous allez avoir un pépin » Parce que ma voisine de l'Aisne le dira mieux que moi tout à l'heure, mais dans l'Aisne, ils sont concernés. Dans la Somme, on est concerné. Peut-être dans quelques villages de l'Oise. Peut-être que dans le Pas-de-Calais. Donc, tout ça, ça n'est absolument pas pris en mesure. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Voilà, avant de donner la parole sur ma gauche à notre collègue M. Tissot, je voudrais juste, pour que chacun comprenne bien, quand notre collègue Jérôme Bignon évoque l'immaturité, je voudrais, moi, amener une précision pour éviter un mauvais principe d'assimilation. Pour avoir participé aux auditions, notamment à Rouen, je voudrais que les services départementaux d'incendie et de secours ne se sentent pas en aucune manière concernés, parce qu'ils nous ont bien démontré par le film
qui a une capacité de réaction très rapide, y compris de survol pour apprécier les vents dominants. Voilà, c'est juste pour garder, je dirais, le plus d'objectivité possible dans nos débats. Mon cher collègue, Monsieur Tissot. Merci. Dans la continuité des propos de notre collègue, moi je suis étonné quand vous nous donnez cette carte. Il faut quand même oser diffuser, enfin, ou utiliser cette carte. Non, c'est pas vous que je m'adresse, mais c'est les gens qui ont défini ce périmètre. Ça veut dire que le nuage de fumée est passé par un entonnoir pour à nouveau s'élargir quelques mètres plus loin. Donc ça, c'est le syndrome que j'appellerais moi aussi Tchernobyl, puisqu'il s'était arrêté juste à la frontière française vers la Savoie et Haute-Savoie, mais c'est quand même un peu particulier, vous en conviendrez. Et puis, est-ce que vous pensez que le principe de précaution a vraiment pas été mis en avant? On a vécu dans le monde agricole la grippe aviaire dans le sud-ouest. Rien ne démontrait qu'il y avait un risque, mais on a fait confiner ou abattre des milliers de volailles sur ce principe, enfin à cause de ce principe de précaution. La même chose pour la peste porcine, on met des barrières pour éventuellement interdire à des animaux enfin, la possibilité de venir en France. Et là, où vraiment, manifestement, il y avait un risque pour la santé humaine, on n'a pas entendu parler du principe de précaution. Alors, Madame Gruny, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, comme l'a dit mon collègue précédemment, moi je suis du département de l'Aisne et en fait c'est pratiquement chacun des départements des Hauts-de-France qui ont été concernés. Donc ma question c'est est-ce que vous avez vu avec des collègues qui, comme vous, en fait professionnellement sont concernés, est-ce que vous les avez entretenus sur ces sujets? Parce que nous, là, effectivement, quand on voit les cartes, c'est assez hallucinant, mais nous, ça encore davantage parce que ce nuage est passé au-dessus de nous. Bon, je pense que ce qui est arrivé, mais moi je suis pas du tout une géographe, météorologue, etc., c'est qu'on a eu de la pluie et la pluie n'était pas partout. Donc forcément ça a précipité, je pense, la suie. C'est la raison pour laquelle en fait on a un village qui est impacté. À 5 km, il n'y en a pas, etc. Mais dans la communication, si déjà en fait, je dirais en proximité de l'incendie, c'était confus. Je vous raconte pas chez nous, parce que moi j'ai été sollicitée par des gens qui me demandaient s'ils pouvaient encore manger les carottes de leur jardin, etc. Parce que franchement, donc dans une inquiétude terrible, avec des réponses franchement assez complexes. Et je pense qu'il y a des communes qui ont été impactées et qui ne seront même pas reconnues. Moi, sur la communication, moi j'ai les instances agricoles, la Chambre d'agriculture, les syndicats qui sont allés à des réunions sur Paris et sont revenus catastrophés en disant effectivement que si c'était un accident nucléaire, ils avaient en fait beaucoup de doutes sur non pas seulement la communication, c'est la prise en charge en fait de la difficulté. Donc là, on a un site Céveso. Je crois que Normandie Logistique n'est pas classé Céveso, mais c'est peut-être aussi une question. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Est-ce qu'il faut travailler ce sujet? Moi, je connais bien les entreprises non Céveso. Il y a déjà un document unique d'évaluation des risques qui justement évalue donc les risques et puis fait des préconisations derrière. C'est quelque chose d'obligatoire. En matière Céveso, forcément, c'est encore plus important et notamment avec le PPI. Et moi, j'ai une usine L'Oréal où dernièrement, ils ont fait des exercices justement en cas d'accident. Donc voilà, est-ce qu'il faut aller plus loin? Et j'en termine là, moi je sais qu'à Fécamp, il y a eu des documents donc, pour aller chercher les iodes dans les pharmacies, mais en fait, c'est pas toute la ville de Fécamp qui est concernée. Donc là aussi, vous voyez, dans la prévention par rapport à Paluel, on se pose des questions, quoi. Merci, Madame Gruny. Monsieur Martin, qui sera le dernier. Voilà. Et pour poser des questions, je vous proposerai une réponse à tous et conclusive. Merci. Comme chacun précise d'où il vient, moi je viens de Seine-Maritime. Voilà, on a eu l'occasion déjà de se voir. Non, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez très bien évoqué. C'est vrai que c'était passionnant votre présentation. C'est cette question de l'impréparation, de cette absence de culture du risque.
d'un département, faut-il le rappeler, qui concentre 60 établissements Céveso, la Seine-Maritime. C'est avec les Bouches-du-Rhône, les 2 départements où l'implantation de sites Céveso est la plus conséquente. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça vient d'être évoqué, c'est vrai qu'en Seine-Maritime, on concentre potentiellement les risques. On a 2 centrales nucléaires et on a quelque chose qui fonctionne quand même pas trop mal pour les 2 centrales nucléaires de Paluel et de Penly, c'est la CLIN ou la CLIN, qui permet régulièrement des réunions associant les populations pour leur préciser la conduite à tenir en cas de risque nucléaire qui pourrait intervenir soit sur Paluel, soit sur Penly. Deuxième information, nous avons connu un autre risque, une catastrophe, cette fois-ci de risque naturel majeur, ce sont les inondations de janvier 2018, où nous avons là aussi noté que les habitants qui vivaient près de la Seine avaient simplement oublié que ce fleuve pouvait de temps en temps sortir très loin de son lit et provoquer des conséquences très importantes. Alors la réponse que nous avons pu faire sur ce risque majeur naturel, ça peut paraître anecdotique, mais ça marche bien, c'est d'implanter à des endroits pertinents proches du fleuve des œuvres culturelles qui viennent rappeler les hauteurs d'eau très récentes que les populations ont eu à subir. Et là, c'est quelque chose qui diffuse auprès des populations pour intégrer le fait que de vivre à côté d'un fleuve présente des risques. Donc, ma seule question, c'est ne faut-il pas, alors je crois connaître votre réponse, mais sensibiliser très fortement les populations, que ce soit au Havre, que ce soit sur la vallée de Seine et à Rouen et dans son agglomération, sur les risques industriels, parce que moi j'attends avec la plus grande attention les conclusions de l'étude concernant les conduites à tenir ou les réflexes en cas de déclenchement de sirène, où là on verra que les gens auraient plutôt tendance à sortir, alors que le plus souvent on les inviterait à se confiner chez eux. Donc il y a vraiment un constat qui est fait, avec une part de responsabilité de l'éducation nationale, sûrement des collectivités, la métropole, le département, la région, sur l'impréparation des populations et cette absence criante sur la métropole rouennaise de cette culture du risque. Voilà. Merci. Si vous pouvez nous faire une synthèse en moins de 5 minutes, ce sera parfait. Pour lesquels je peux vous apporter des réponses précises sur les différences selon les cultures du risque. L'enquête dont je vous parlais tout à l'heure montre que les populations, notamment les responsables d'établissements qui accueillent du public depuis longtemps, depuis plusieurs années, sont beaucoup plus à même de prendre des décisions adaptées. Et donc l'expérience montre quand même que elle est de nature à améliorer les pratiques de prévention. Sur l'application du principe de précaution, je constate qu'il a été appliqué, mais de façon, là encore, partielle, puisque pour les produits agricoles, il y a eu un gel qui a été décidé dès le 26. Et là, on voit bien comment ça a permis de résoudre, au moins provisoirement, le problème. Il y a eu une très forte inquiétude de la part des agriculteurs qui est tout à fait compréhensible. Il y a eu, mais disons que de la part des clients, etc. Mais je dirais que le principe de précaution a été appliqué et de façon très volontariste par les services de l'État, relayés par les chambres d'agriculture, les syndicats professionnels, etc. On n'a pas du tout observé la même chose pour le cadre de vie des populations, en lien avec les collectivités territoriales et les intercommunalités qui étaient tout à fait disponibles pour faire ce travail d'accompagnement des populations. Et pour tout vous dire, je ne m'explique pas pourquoi on a été aussi réducteur, à la fois en termes de périmètre et même de durée, sur la fermeture des établissements scolaires ou des établissements qui accueillent des
du public en plein air, hein, les équipements sportifs, etc. Monsieur Martin, vous le savez, quand il y a quelques flocons de neige en Seine-Maritime, on n'hésite pas à interrompre les transports scolaires. Quand on a une canicule, on diffère le brevet. Et là, on a un nuage potentiellement toxique qui émane d'une usine Seveso seuil haut et on applique des précautions qui sont, me semble-t-il, perfectibles. Concernant la question des sites Seveso, est-ce qu'il faut améliorer les dispositifs? J'ai le sentiment qu'on peut vraiment améliorer les choses. C'est pas normal qu'il y ait eu un incendie qui soit passé d'une usine Seveso à une autre qui n'est pas Seveso, ou l'inverse, on saura quand l'enquête aura avancé, mais en tout cas c'est pas normal que le feu soit passé d'un site à l'autre. Ça c'est évident qu'il y a déjà une défaillance qui n'est pas acceptable et qui mérite, me semble-t-il, une réglementation beaucoup plus ambitieuse en termes de confinement spatial, hein, d'isolement de ces sites Seveso seuil haut. La zone qui est concernée mêle différentes entreprises sur un périmètre extrêmement étroit. Il y avait une usine Seveso seuil bas juste de l'autre côté du bâtiment de Normandie Logistique qui aurait pu aussi éventuellement être touchée. Donc là-dessus, il y a vraiment des questions à se poser, et je pense aussi sur l'entreposage, sur la logistique. Quelle quantité on accepte de laisser concentrer sur un périmètre restreint, parce que non seulement il y a eu un incendie, mais cet incendie a touché une quantité énorme de combustible. Donc c'est quelque chose qui doit aussi, me semble-t-il, nous interroger. Sensibiliser les populations, je suis tout à fait d'accord, mais il faut aller au-delà de la sensibilisation, au-delà de l'information, il faut une véritable implication. La culture du risque, ça se développe par la pratique, par des exercices, et c'est comme ça aussi qu'on pourra rassurer les populations qui aujourd'hui sont inquiètes. Quand les gens sauront comment on se confine, peut-être qu'on évitera de craindre la panique, et que les gens s'en aillent. Ce que l'enquête dont je vous parlais montre, c'est que quand on incite les gens à rester chez eux, ils sont quand même assez nombreux à suivre la consigne. Alors après, c'est un questionnaire. En situation réelle, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, mais il est évident que si les gens savaient comment se confiner, peut-être que... Et donc ça suppose un travail collectif, évidemment, qui associe les services de l'État, les populations et les collectivités territoriales et toutes les entreprises et tous les établissements publics pour construire cette culture, qu'elle soit partagée et qu'il y ait des retours d'expérience qui soient effectués. Même si, évidemment, toute cette culture du risque, si on veut véritablement la mettre en place, elle a un coût. Elle a un coût collectif qu'il convient de mesurer pour savoir jusqu'où on le met en place. Merci beaucoup. Peut-être, avant de conclure, un tout petit mot. L'État, le préfet de région, a mis en place un comité de transparence et de dialogue qui, me semble-t-il, a pour objectif de porter remède à la communication hésitante, c'est le moins qu'on puisse dire, du début consécutivement à l'incendie. Quelle appréciation portez-vous sur ce comité, dont je crois savoir qu'il a dû se réunir 2 fois? Je n'ai pas à ce stade d'avis particulier. Je me réjouis qu'il y ait un comité qui évalue les conditions dans lesquelles la transparence a été mise en œuvre et surtout qui se saisisse de l'identification de points d'amélioration. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est salutaire. Mais peut-être qu'il faudrait l'ouvrir davantage, par exemple, aux médias, par exemple, qui ont besoin peut-être aussi d'être formés pour pouvoir délivrer des informations maîtrisées aux populations. Les journalistes ne reçoivent pas de formation à l'information en situation de crise. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait un comité qui soit évidemment mis en place, mais il faut que l'ambition soit forte pour arriver à des conclusions consistantes. Je préside donc l'association Amaris qui a été créée en 1990. Après la directive Seveso, donc après le premier accident en Europe important à Seveso en Italie. J'en suis pour ma part président depuis 2008 et j'ai été élu administrateur en qualité de maire de Feyzin. À l'époque, je suis encore pour quelques mois seulement.
puisque je suis député, mais conseiller municipal de Fézin, donc je quitterai l'association au terme de mon mandat de conseiller municipal. Mais je vous donne ces éléments parce que, bien sûr, que l'expérience de maire, particulièrement d'une ville qui accueille des industries Seveso seuil haut, peut, je pense, éclairer votre point de vue. Je vais en tout cas m'efforcer d'y contribuer. Amaris a été très active après l'accident d'AZF pour contribuer à la mise en œuvre de la loi Bachelot. On était en 2003, on est en 2019, et je vous dirais qu'aujourd'hui, nous commençons à rentrer dans la mise en œuvre concrète de la loi Bachelot, vue du côté des habitants. C'est-à-dire que les mesures de protection qui sont prévues dans cette loi commencent seulement à être mises en œuvre, puisque aujourd'hui, sur les 16 000 logements qu'il est prévu de protéger, seuls 600 d'entre eux font l'objet de travaux déjà réalisés. Donc on est tout juste au début, très concrètement, des mesures de protection des habitants. Pourquoi ces mesures ont été aussi longues 2003 a marqué la refonte de la doctrine de la France sur la question de l'appréciation des risques, puisque la France était jusque-là utilisatrice de méthodes dites déterministes, c'est-à-dire quand on avait un site Seveso, on prenait l'hypothèse de risque la plus élevée et on en tirait toutes les conséquences possibles et imaginables. C'est-à-dire, on allait dire, autour de ce site, eh bien, si cet accident majeur se produit, on va interdire l'urbanisation, on va la réglementer autour du site, et on prenait cette seule hypothèse. La réglementation est refondue à partir de 2003 en une réglementation probabiliste, qui est celle qui est pratiquée dans la plupart des pays d'Europe. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de prendre le scénario le plus haut, mais on étudie tous les scénarios d'accident possibles et imaginables sur un risque industriel, avec tous les arbres de cause et tous les arbres de conséquences. Sur des sites, par exemple, industriels complexes comme celui de ma commune, c'est environ 1 millier d'études de danger que les industriels doivent faire, qui sont ensuite expertisées par les services de l'État, qui donnent lieu à des mesures de résorption, c'est-à-dire qu'on va ensuite, une fois ces études de danger réalisées, étudier sur le site lui-même comment les dangers exprimés et décrits peuvent être réduits. Et c'est seulement à l'issue de ce travail-là que lorsqu'on n'arrive pas à réduire la totalité des risques et que certains scénarios d'accident montrent qu'il peut y avoir des conséquences en dehors du site industriel, que l'on va prendre des mesures d'urbanisme autour de ce site. Cette période-là est importante puisqu'elle a nécessité plusieurs centaines de millions d'investissements des industriels sur leur site en France et a pratiquement conduit à utiliser 5-6 années pour sa mise en œuvre. Réflexion donc, mise en œuvre de toutes les études de danger et expertise par les services de l'État. Et ensuite, ont été commencés à mettre à l'étude les plans de prévention des risques technologiques, c'est-à-dire sur les sites où les dangers exprimés sortaient de l'enceinte de l'usine, quelles étaient les mesures d'urbanisme qu'il fallait prendre. Il faut vous dire que ces mesures ont ensuite été freinées, puisqu'elles se déclinent, je pense que vous en avez été largement informés, en 3 dispositions: l'expropriation, le délaissement ou l'obligation de faire des travaux sur les maisons riveraines. Ces mesures ont été assez largement ralenties par la capacité qui était donnée aux habitants de les mettre en œuvre. En clair, la loi Bachelot prévoyait un crédit d'impôt de 10% de prise en charge des travaux à concurrence de 10 000 €. On est quand même plutôt aux environs de sites industriels sur des foyers modestes. Donc vous imaginez facilement que avoir 1 000 € de crédit d'impôt pour 9 000 € de travaux ou 10 000 € de travaux à réaliser, c'était à peu près exclu. Donc le législateur a pris progressivement conscience de ce phénomène. Il a fait l'objet d'évolutions à plusieurs reprises. Pour vous donner une petite idée, quand on regarde la façon dont ont évolué ces dispositions,
La loi Bachelot 2003 donc, prévoyait 15% du montant total de 10 000 euros de travaux. En 2010, la loi Grenelle 2 montait à 40%, plafonnée à 30 000 euros. En décembre, le taux était ramené de 40 à 36%, puis de 36% à 15%. En 2011, on remontait à 30%. En 2012, on remontait à 40%. Ce qui fait qu'on a pratiquement une période de 2 à 3 ans où les riverains ne savaient de toute façon pas trop à quelle sauce ils allaient être mangés. En 2012, l'association que je préside a convaincu les industriels que l'État, de toute façon, n'irait probablement pas au-delà de 40% de la prise en charge des travaux, qu'il fallait que tout le monde mette la main à la poche pour que les habitants puissent faire le nécessaire pour être protégés. Et nous avons signé une convention de principe qui invitait les industriels et les collectivités locales à prendre en charge pour moitié 50% des 100% des travaux restants. Donc 40% de crédit d'impôt, 50% collectivité industrielle. C'est une mesure qu'on a pu inscrire dans la loi en 2012, qui fait qu'aujourd'hui, 90% des travaux sont pris en charge. Il reste 10% à la charge des habitants, considérant que souvent ces travaux améliorent aussi la qualité thermique, puisque ce sont au bénéfice de ces travaux souvent des travaux d'isolation qui peuvent être faits. Et nous recherchons avec l'État, avec la Caisse des dépôts, si les 10% restants, particulièrement pour les foyers modestes, peuvent faire l'objet d'une prise en charge. Donc vous voyez, il y a un itinéraire de prise en charge qui rend possible ces mesures de protection assez complexes. Parallèlement, les services de l'État ont conçu les plans de prévention des risques technologiques et c'est ensuite le rôle des collectivités, via les PLU-H, d'inscrire dans leur texte réglementant l'urbanisme le fait de les mettre en œuvre. Donc tout ce travail-là, qui je dirais a pour objet la prévention des populations, la maîtrise des risques, leurs limitations dans les installations industrielles concernées, a pris un temps très important. Et c'est pour ça que je ne vous cacherai pas que les administrateurs d'Amaris, quand il y a un accident qui se produit, mettent un peu de la main sur la tête en disant « Mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait pas une nouvelle réglementation ». Parce que 15 ans à mettre en place la réglementation qui a été conçue en 2003, on a plutôt envie de dire « Mettons déjà en place correctement et finissons de mettre en place ce qui existe avant qu'il y ait des choses nouvelles ». En tout cas, sur ce sujet de la prévention et de la protection des populations, la France est sur ce plan-là dotée d'une loi qui est efficace, qui, si elle est bien mise en œuvre, devrait en tout cas permettre d'atteindre l'objectif qui avait été déduit, notamment de l'accident d'AZF, de protection des riverains des installations industrielles. Reste le sujet qu'a posé l'accident de Lubrizol, qui est celui de la gestion de la crise. On constate malheureusement sur cet aspect-là des choses que peu de progrès sont faits et peu d'enseignements sont tirés des différents retours d'expérience des accidents industriels qu'on a pu connaître. Delphine Favre, qui est la déléguée générale d'Amaris, me faisait remarquer que si on regarde les reportages télévision qui ont été faits au moment de l'après-AZF, les réactions des riverains sont les mêmes. Ils se plaignent de ne pas avoir été prévenus à temps, pas de façon suffisamment précise, de ne pas être documentés sur ce qui s'est passé assez vite. Et clairement, on estime, nous, que les systèmes pour prévenir les populations, de même que la chaîne de gestion de la crise, ne sont pas les choses qui sont les plus au point aujourd'hui. Clairement, le système de sirène pour alerter la population n'est pas efficace. Une petite étude qui a été faite dans les Bouches-du-Rhône, il y a des sites industriels importants, Fos-sur-Mer, etc., montre par exemple que 35% de la population est atteinte par un signal de sirène, quand 70% peut être concerné informé par les réseaux sociaux dans le même temps, quoi. Donc clairement le système de sirène n'est pas efficace, et puis Dieu sait pourtant que votre interlocuteur est un peu averti sur le sujet, mais je ne suis même pas sûr que je saurais reconnaître les différentes sonneries
qui indique la nature de tel ou tel danger. Il y a des systèmes qui existent aujourd'hui. On pense notamment au Cell Broadcast, qui est un système qui permet que les opérateurs téléphoniques périmètrent une zone et puissent agir sur tous les supports portables et autres dans cette zone de façon immédiate. Mais, à vrai dire, il y a d'autres... Ça existe déjà ? Oui, pas en France. Quel pays ? Aux États-Unis. Le Japon. On est attentif à un dispositif qui existe en Belgique, qui s'inspire d'une logique complètement différente, mais qu'on trouve, nous, tout à fait pertinente, qui conduit le Centre de gestion de crise national en Belgique à répondre aux questions que posent les personnes qui sont concernées par un accident au moment où il se produit. Parce que, d'expérience, ce qu'on voit d'un accident industriel et la réalité de ce qu'il est peut être très différent. Moi, j'ai assisté dans la raffinerie de Feyzin, par exemple, à un feu de bac. C'était rien du tout vu du côté de l'industriel, parce que c'était un bac qui était plein d'eau, mais qui avait une couche de produits pétroliers en surface qui a été touchée par la foudre. Et le système de terre n'a pas fonctionné, donc le bac s'est enflammé. C'est très impressionnant, sauf que c'est rien du tout, parce que c'est effectivement une couche de produits qui brûle, mais quand vous voyez ça de l'extérieur, donc ce qui est perçu, et on le voit très bien sur l'accident de Lubrizol, la taille du panache, la fumée, ne donne absolument aucune indication sur la réalité du danger. Et ce système belge, par exemple, s'attache non pas à donner des informations par tweet, comme le font un peu aujourd'hui les préfets, qui sont des informations très verticales, qui, je dirais, veulent s'approcher de la vérité scientifique, mais l'opinion, c'est pas forcément ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe. Ce système-là se fonde sur les questions qui sont posées sur les réseaux sociaux et auxquelles le système de gestion de crise apporte des réponses en mettant, voilà, une espèce de plateforme, apporte des réponses des spécialistes éclairés qu'elle arrive à mobiliser ou qui sont mobilisables au moment venu. Et c'est un système qui fonctionne bien et qui, selon nous, est beaucoup plus efficace et beaucoup mieux adapté pour apporter des réponses aux riverains, aux habitants qui sont concernés. Donc, première question, la façon de prévenir, clairement, n'est pas au point, et on sait d'expérience qu'on a un peu de mal à faire entendre ce point de vue-là au ministère de l'Intérieur, qui considère qu'il remplit sa responsabilité quand il gère le dispositif, sirène, etc. Au demeurant, vous avez un de vos collègues qui a fait un excellent rapport sur le sujet. Ah, Jean-Pierre Vogel, tout à fait. Voilà, dont on soutient tout à fait les conclusions sur la question. Qui ne doit pas, comme trop de rapports, prendre la poussière dans les armoires. Voilà. Voilà, ben, vous voyez, il n'est pas dans... Non, mais... Nous, il est sur le dessus de la pile. On pourra dire au ministère que les deux assemblées y accordent la plus grande importance. Oui. La deuxième question qui se pose, selon nous, en matière de gestion de crise, c'est la qualité du lien entre l'autorité préfectorale qui déclenche le PPI et les élus locaux qui, eux, sont comptables du déclenchement du plan communal de sauvegarde. On pense que sur ce plan-là, il y a encore beaucoup à faire en matière de coopération. D'abord pour que l'information soit fluide. C'est pas toujours le cas, et comme on est dans des situations d'urgence, c'est vrai qu'il faut de l'entraînement, il faut des exercices. Ça fait partie des choses qui aident à être dans le bon timing. Mais Rouen est une grande ville. Amaris compte aussi des communes qui sont toutes petites. J'ai en mémoire commune de Céré-la-Ronde, qui comporte des zones de stockage de gaz considérables dans son sous-sol, qui doit y avoir 200 ou 300 habitants, et dont le maire seul n'est pas en capacité d'avoir un plan communal de sauvegarde qui soit à la hauteur du danger et que recèle le sous-sol. Lorsqu'on se tourne vers le ministère de l'Intérieur pour lui dire, écoutez, là, il faudrait quand même aider, ils nous disent, vous voyez, avec les SDIS nous disent, vous pensez bien qu'on a autre chose à faire, on a trop de travail, on ne va pas
prendre de temps pour aller faire avec le maire son plan communal de sauvegarde. Donc il y a là une impasse, clairement. Quand on a des services suffisamment développés, les plans communaux de sauvegarde sont bien faits, leur bon chaînage avec l'autorité préfectorale est sûrement à retravailler et à revoir, mais en revanche, quand on a des petites communes, l'appui des intercommunalités, l'appui des services de l'État est vraiment indispensable pour qu'on ait des plans communaux de sauvegarde qui soient à la hauteur du sujet. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je propose de passer la parole à notre rapporteure, Madame Bonfanti-Dossat. Oui, monsieur, vous avez dit tout à l'heure que depuis la loi Bachelot en 2003, seuls 600 logements avaient fait l'objet de travaux sur 16 000. Je voudrais savoir si vous avez le coût, l'évaluation du coût pour les logements qui restent et en combien de temps vous estimez que les travaux pourraient être faits. Parce que quand on voit ce qui s'est passé, on se dit que plus jamais ça, et donc par conséquent, il faut prendre des mesures. Et est-ce que vous pensez qu'au-delà de l'argent que met l'État, les collectivités territoriales et les industriels, puisque vous nous avez donné des pourcentages tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez du rôle justement respectivement de l'État, des collectivités locales et des industriels qui pourrait être amélioré? Sur le temps, Madame la Sénatrice, il est difficile de vous répondre. À partir du moment de la publication d'un plan de prévention des risques technologiques, les riverains ont 6 ans, 8 ans, pour actionner leurs droits. Ah oui, ça donc, vous voyez, aujourd'hui, la totalité des PPRT ou la quasi-totalité sont publiés, mais on peut considérer que les premiers et les plus simples n'engendraient pas forcément de travaux, c'est les plus complexes qui sont venus les derniers. Ça veut dire qu'on peut penser qu'en 2025 à peu près, le délai sera sensiblement écoulé. Et sur le coup, c'est vraiment impossible de vous répondre sur le coup à terme. Parce que vous voyez, chaque logement va faire l'objet d'une étude par un bureau d'études qui va dire vous êtes exposé au risque thermique, au risque toxique, à la surpression, vous êtes à temps de mettre de la source, donc vous devez faire... C'est spécifique à chaque logement. Donc, chaque logement. Et la nature des travaux, vous pouvez en 2 mots nous dire ce que ça implique comme travaux pour les... Alors, si vous êtes exposé par exemple à un risque d'incendie, les façades de votre bâtiment exposé vont être l'objet d'une peinture qui permet d'amortir la chaleur. Si vous êtes exposé à une surpression, c'est-à-dire un phénomène de blève par exemple, ça va être le remplacement des cadres de fenêtres pour qu'ils soient renforcés, non pas en double ancrage comme on le voit traditionnellement, mais en triple ancrage, avec des vitrages renforcés selon la distance à laquelle vous êtes du risque. Ça peut être, si vous êtes à 400-500 mètres par exemple, sur un risque de 80 millibars, du filmage assez épais qui va permettre simplement que les verres n'explosent pas. Vous aurez dans ce cas-là aussi un haubanage des cheminées pour éviter que celles-ci tombent sur des personnes qui passeraient en dessous. Le risque toxique, c'est le plus simple d'une certaine façon. C'est la création d'une pièce de confinement qui va être totalement confinable. Une chambre, la pièce que les habitants désigneront, de façon à ce qu'ils puissent s'isoler pendant 2 heures. En réalité, c'est un peu paradoxal parce que on peut considérer que les maisons qui sont près d'un site Céveso peuvent avoir leur valeur dévaluée et en même temps, on exige des travaux à leurs propriétaires. Et lorsqu'il y a eu cette évaluation, si les travaux ne sont pas effectués, est-ce que les assurances n'imposent pas justement ces travaux rapidement sinon, s'il y a un problème, elles ne le remboursent pas. Parce qu'il n'y a pas une pression certaine des assureurs. Alors, on est un peu dans une impensée là.
à vrai dire. Mais c'est des conséquences importantes quand même. Les assureurs nous disent le risque technologique, il est pris en compte dans nos primes habituelles, donc ce n'est pas l'objet d'une surprime. On assure les personnes qui sont... Mais d'une pression pour que les travaux soient... si on avait un jour un accident qui entraîne le décès d'une personne dans une maison qui n'a pas fait l'objet de travaux par son propriétaire, alors que... Et oui, là, je ne réponds pas de qui serait responsable de la situation. C'est bien ce que je pensais. Alors, notre collègue, autre rapporteur, Madame Bonnefoy. Oui, moi je voudrais vous questionner sur les dispositifs d'indemnisation qui sont mis en œuvre en cas d'accident industriel. Quels sont ces dispositifs, ou les principaux dispositifs? Pour quels bénéficiaires, quel type de modalités, et est-ce que les collectivités territoriales prennent souvent des initiatives spécifiques en la matière? Je n'ai pas connaissance, à vrai dire, de règles générales. Dans ce domaine-là, chaque accident a ses particularités, je dirais, et génère des prises en cause, enfin des prises en compte des dégâts qui lui sont propres. Il n'y a pas de règles établies, on peut dire. Il y a un fonds d'indemnisation nationale? Oui. Abondé par les industriels eux-mêmes? Les industriels et l'État. Et l'État? Et les assurances, me semble-t-il. Ah, les assurances. Sous réserve. On va vérifier. Voilà, on va vérifier. Je propose d'ouvrir la parole à nos autres collègues. Madame Canaillé. Oui, merci Monsieur le Président. Dans l'affaire Lubrizol, une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est le problème d'information des maires qui ont été très tardivement mis dans la boucle de l'information. Donc je voudrais savoir, vous, dans la mise en œuvre des PPRT, est-ce que vous avez des expériences d'organisation particulière pour une information des élus dans le cadre de la culture du risque industriel et de la réalisation d'incendies ou d'autres risques majeurs? C'est une première question. Et deuxièmement, on voit bien aussi que pour les populations, ça a été compliqué de comprendre les sirènes et de comprendre la réaction à avoir face à l'incendie. Et on voit bien qu'on manque aussi d'exercices préventifs pour informer les populations et que c'est plus ou moins développé sur des territoires. Est-ce que vous avez des retours d'expérience aussi notamment en matière de temporalité sur la récurrence de ces exercices nécessaires pour avoir une sensibilisation forte des populations? Merci. Je passe la parole à Madame Brulin. Merci. Vous avez dit, je pense sous forme d'un trait d'humour, qu'en tant qu'administrateur d'Amaris, avec vos collègues, vous ne souhaitiez pas particulièrement que la réglementation évolue, puisque vous avez fait la démonstration qu'elle avait beaucoup changé ces derniers temps. Cependant, il y a eu quand même des assouplissements qui ont été apportés, notamment en termes d'études de danger, etc. Et je pense que ça sera un des sujets que notre commission d'enquête aura à traiter. Et puis, au-delà de ça, qu'on ne va pas régler ce soir, je pense, peut-être là, quand même, on a affaire à un accident d'une nature un peu, même très différente de ceux qui ont été les socles des précédentes réglementations. C'est-à-dire que là, on est dans le cas d'un accident qui ne fait aucune victime immédiate, à la différence de Céveso ou de AZF, qui sont quand même des références. Quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, dans nos auditions précédentes, nous a dit que là, on était plutôt de l'ordre de ce qui se passe dans un incendie, à proprement parler. En revanche, et à ce stade, on n'a pas plus d'éléments que ça, c'est peut-être à terme qu'il y aurait éventuellement des victimes. Et donc, on est quand même dans peut-être un nouveau cas d'accident industriel. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il n'y aurait pas, à vos yeux, des nouvelles pistes à travailler qui prennent en compte la nouveauté de cet accident par rapport aux expériences précédentes? Merci. Et puis, non, juste et puis parce que dans le même ordre d'idée, les PPRT, enfin, tous les dispositifs sont quand même à forte proximité des sites. Or là, un panache, enfin nous on l'évoque parce que c'est dans notre département, quand ça va jusque dans le pays de Bray, pour nous c'est parlant, c'est-à-dire ça va très très loin et on n'imagine pas que des PPRT couvrent des surfaces de plusieurs départements. Voilà, 2 intervenantes, plusieurs questions et un bouquet de réponses. Merci, Monsieur le Président.
Sur la question de la temporalité d'expérience, on sait que vraiment les 20 premières minutes sont les plus compliquées, parce qu'on ne sait pas quoi dire à la population. Il y a forcément un petit temps de latence. Il a peut-être été un petit peu long à Lubrizol, pour comprendre, savoir exactement ce qui se passe et pouvoir donner des consignes éclairées, je dirais. C'est vraiment un moment assez délicat. Et c'est pour ça que j'insiste auprès de vous sur sûrement l'amélioration à apporter au moment de la conception des PPI, plans particuliers d'intervention, par les préfets, pour que les maires soient bien associés et bien intégrés dans la procédure. Aujourd'hui, un maire, s'il ne veut pas faire plus que ça, il a de la part des autorités préfectorales ce qu'on appelle une fiche réflexe, c'est-à-dire la liste du comportement à tenir. L'industriel a sa fiche réflexe, et c'est clairement pas suffisant. Il y a incontestablement besoin que l'élaboration des schémas d'information, des schémas de sauvegarde, de gestion de crise soit conçue plus collégialement, de façon à ce que les élus soient mieux informés et surtout mieux à même de piloter la partie qui leur revient, puisqu'ils sont censés participer de l'évacuation de la population, ils sont censés mettre des équipements publics à disposition s'il y a besoin de recueillir des personnes. Ces équipements publics sont censés être équipés pour ça en cas de besoin. Donc il y a quand même toute une série de mesures qui sont importantes et qui nécessitent qu'il y ait une bonne synchronisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, entre préfecture et élus locaux. Il y a des moyens de prévenir qui existent et beaucoup de communes qui ont des sites Seveso les utilisent ou les ont mis en œuvre. Sont par exemple les standards automatiques d'appel qui équipent quand même une partie des communes. Certaines villes, je pense notamment à Gonfreville-Lorcher, qui est aussi riverain d'une raffinerie, a développé son propre système d'alerte avec des dispositions particulières pour que les personnes malentendantes soient aussi prévenues. Il faut aussi penser à ces sujets-là. Donc, clairement, il y a beaucoup de progression sur cet aspect-là. La question de la sensibilité de la population, ce que l'on sait, nous, en tout cas, c'est que les dispositions réglementaires ne sont pas suffisantes. Et ce n'est pas plus de dispositions réglementaires qu'il faut. Il y a les commissions de suivi de site, les CSS, qui sont des lieux d'information, mais j'ai participé, moi, à des commissions de suivi de site de la raffinerie de Faisin, où le préfet, les services d'incendie et de secours, et 2 habitants, et les élus, bien sûr, mais c'est des lieux qui sont un peu magistraux, où on reçoit une information technique de haut niveau, qui ne sont pas du tout des lieux de vulgarisation, et qui permettent à la population de comprendre, de se familiariser, de savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mur de l'usine. Voilà. On a, dans ma commune par exemple, mis en place une conférence riveraine qui se réunit 3 fois par an avec le directeur du site, le maire, 40 riverains des quartiers qui habitent autour et qui, régulièrement, tous les 3 mois, font le point avec l'industriel, avec la commune, sur l'activité de l'usine, pas seulement sur les risques d'ailleurs, sur tout ce qui relève de l'usine, les questions de santé, les questions d'emploi. Donc la culture du risque, l'intégration du risque sans faire une psychose, c'est un travail qui doit être régulier et vraiment qui échappe à la logique réglementaire d'une certaine façon. Je pense que sur ce plan-là, c'est sans doute les maires qui sont les mieux placés pour faire le travail. Vous parliez, Madame la sénatrice, de la situation particulière de l'accident de Lubrizol. Clairement, elle ne peut se résoudre que par la mise en place d'un observatoire de la santé des personnes qui se sont trouvées sous le panache sur plusieurs années, pour voir si celui-ci a des conséquences sur la santé. C'est vrai que c'est une situation particulière. Le dernier panache dont on a entendu parler, c'était celui de Tchernobyl, hein, bien sûr, auquel on ne peut pas ne pas penser, mais qui n'a sans doute rien à voir dans ses conséquences. Merci. Pascal Martin.
Merci, Monsieur le Président. Quelques mots, parce que c'est vrai que nous avons eu l'occasion de rencontrer une partie des représentants du personnel de l'entreprise Lubrizol qui nous ont dit qu'ils ne s'expliquaient pas la violence de cet incendie, alors qu'ils ont, eux, cette culture du risque et ils sont parfaitement formés à faire face à ce genre de situation. Moi, je vous rejoins quand vous évoquez les améliorations à apporter sur l'articulation entre ce qui relève du pouvoir de police spéciale du préfet, et on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est le préfet qui, lui, a en charge cette politique d'élaboration du PPI, avec bien sûr les industriels, à la différence de la politique en matière des ERP, qui là relève de la compétence des maires. C'est vrai qu'en cas de risque industriel majeur et d'un sinistre concernant un établissement Seveso, moi j'ai été maire d'une commune de 5000 habitants, avec l'implantation d'un Seveso, je n'ai jamais été convié, invité à participer aux travaux portés par les services de l'État avec l'industriel. Les seules informations que j'avais, c'était auprès de l'industriel parce que nos relations étaient excellentes, mais en cas de problème, certes, les pouvoirs de police appartiennent au préfet, mais le maire, lorsqu'il est aussi sur son territoire amené à procéder à des évacuations, etc., devrait être plus associé. Et moi, je vous rejoins totalement. On a pu noter sur Lubrizol ce manque d'articulation entre les services de l'État qui ont fait du travail, hein, je ne sais pas ce que je suis en train de dire ou de ne pas dire, mais aussi les maires des communes voisines, Rouen, Petit-Queville. Alors je suis également issu de ce territoire, donc cette géographie je la connais, et donc je vous rejoins totalement sur ces efforts d'articulation à prévoir à l'avenir. Alors c'est pas une question, hein, c'est un constat, pardon. Ça appelle une observation complémentaire, non? Un partage. Oui, je pense que c'est vraiment un élément essentiel. Hein. De mon expérience de maire aussi, pour l'avoir vraiment vécu, je dirais, in vivo, à l'occasion d'accidents, la raffinerie Flézin, mais aussi d'un exercice en situation fait avec le préfet du Rhône. Malgré tout, moi j'ai vécu comme maire de Fézin le déclenchement d'alertes demandant à la population d'évacuer les logements, puisque Fézin était doté d'un standard automatique d'alerte. C'est des décisions qu'il faut prendre vite, en pesant bien la responsabilité, en mobilisant les services municipaux pour qu'ils canalisent, que les gens partent bien au bon endroit et pas... et ça, malgré tout, c'est les maires qui peuvent le faire, y compris parce que c'est eux qui, matériellement, ont les moyens de mettre des barrières où il faut, d'organiser la circulation, de diriger les habitants s'il le faut, de repérer des personnes handicapées ou âgées s'il y a des personnes à évacuer avec des dispositions particulières. Donc il y a, je dirais, une connaissance particulièrement fine du terrain que seuls les élus locaux ont et qui méritent vraiment d'être parfaitement synchronisés avec les services de l'État, bien sûr. Ce qui leur permet au demeurant de s'intéresser, eux, au sujet, à proprement parler, des causes de l'accident. Alors, je propose à M. Devinaz de poser la dernière question. Je vais te poser la dernière question. Alors. Non, tout à l'heure, il a été question de la relation entre la préfecture et les élus locaux. Et si j'ai bien entendu, ça s'améliore par des exercices. Et en ce domaine, est-ce qu'il y a une réglementation sur les exercices? Est-ce qu'il doit y avoir une fréquence? C'est la question que je me pose. Et dans le département que nous avons l'habitude de fréquenter, il y a 23 usines Seveso. Comment on fait pour faire sur ces 23 usines des exercices s'il y avait une obligation? Alors je le mets en lien parce que quand on est allé sur le site, on a quand même bien vu, alors vous allez me dire c'est logique, c'est leur métier, mais l'équipe d'intervention qui nous a expliqué qu'elle était rodée, qu'il y avait des exercices chaque semestre, que d'ailleurs il y en a un qui aurait dû avoir lieu une semaine après. Et on voit bien, de la même manière, j'ai envie de dire, les services départementaux d'incendie et de secours, on voit bien qu'il y a eu des enseignements tirés, d'ailleurs y compris d'événements qui ont pu se passer auparavant. Donc, entre les professionnels et le rôle d'articulation, c'est pour aller dans le sens de M. Devinaz. Pardon.
Non, je précisais bien que je m'inscrivais dans le cadre d'améliorer la relation entre l'autorité préfectorale et les élus. Et les élus, me semble-t-il, ont un certain nombre de décisions à prendre, enfin, ou d'actions à faire après. Oui, d'autant qu'il y a des élus qui peuvent ne pas être de la commune concernée, c'est ce qu'on a vu, qui étaient complètement démunis, n'ayant aucune information. Oui. Il n'y a pas d'obligation d'exercice. En tout cas, d'exercice coordonné, service de l'État, service d'incendie, service de protection des entreprises elles-mêmes et collectivités locales. À ma connaissance, non. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est évidemment quelque chose de tout à fait vertueux. Oui, alors, finalement, juste question complémentaire. Oui, pardon, non, mais c'est vrai que c'est pas normal. Quand on sait que pour les établissements scolaires, dans le premier mois de la rentrée, il y a un exercice d'évacuation qui est obligatoire, on pourrait imaginer, ça fera peut-être l'objet de préconisations, mais que dans des établissements comme cela, je parle des Céveso, il y ait des exercices réguliers, parce que c'est quand même un vrai décalage. Oui, tout à fait. Alors, il y a des exercices des établissements eux-mêmes, mais qui... Il y a l'environnement autour, comment ça peut être travailler avec la commune, enfin voilà, il y a un peu de ce que beaucoup appellent une culture du risque, oui. Et une forme d'entraînement à la fois pour acquérir des réflexes et éviter ce que vous disiez, une forme de panique. Ce mercredi, Emmanuel Macron s'est rendu à Rouen. Il a déclaré comprendre l'inquiétude qu'ont pu avoir les riverains. Mais le président de la République a également défendu la communication et le travail des autorités après l'incendie, affirmant qu'il n'avait pas vu de défaillance des services de l'État. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur le site internet de Public Sénat. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.